Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence économique. Collection dirigée par Ludovic François. Déjà paru. Norbert Lebrumand, Intelligence économique et management stratégique, 2012. Anna Kolovic, Les réseaux de PME dans les districts industriels au Japon, 2010. Nicolas Moinet, Petite histoire de l'intelligence économique, 2010. Guillaume Alric, Le management des connaissances dans les associations professionnelles et d'entreprises, 2010. Charlotte Fillol, L'entreprise apprenante, le knowledge management en question, étude de cas chez EDF, 2009. Véronique Kodja, Intelligence économique et prise de décision dans les PME, 2009. Sophie Larivet, Intelligence économique, enquête dans 100 PME, 2009. Alexandre Rennes, Prévenir les ruptures stratégiques, du bon usage des signaux faibles, 2009. Pierre Lara, Souladir, Benchmark européen de pratique en intelligence économique, 2008. Frédéric Perigon, L'intelligence économique au service des acteurs de l'université. La question du partage de l'information sur les campus, 2008. Introduction. Car non moins que savoir. Douter me plaît. Dante Enfer Xi 93. L'intelligence économique est apparue au milieu des années 90, à l'initiative d'un petit nombre de penseurs convaincus que les conceptions et pratiques de la stratégie ayant cours s'appuyaient sur des lectures économiques et politiques périmées, sur une méconnaissance des soubassements et enjeux conflictuels propres à l'activité économique, sur la sous-estimation de la révolution informationnelle en cours. Ils ont pu, et su rencontrer et convaincre des acteurs capables de trouver une voie d'expression publique officielle de leurs analyses. Ainsi est né le rapport « Intelligence économique et stratégie des entreprises » qui a marqué le début officiel de l'aventure de l'intelligence économique. Étonnante aventure intellectuelle et professionnelle que celle de l'intelligence économique, en effet. Concept impossible à définir, Moinet 2009. Limite floue, évoluant avec le temps, sans que les auteurs parviennent à s'entendre complètement sur ce qui participe ou non de l'intelligence économique. Mauvaise compréhension par la plupart des médias qui la confondent, ou veulent la confondre avec l'espionnage. Champ d'intervention de l'État qui se sent concerné par les enjeux nationaux et se mêle de définir une doctrine, de produire des rapports, de nommer des hauts responsables, d'impliquer ses services. Réticence initiale de l'université et de l'enseignement supérieur, qu'il fallut forcer à accepter la création des premières formations. Emballement, depuis quelques années, autour d'un effet de mode sans rapport avec la capacité d'absorption du marché de l'emploi. Culture complexe des professionnels, mariant l'assurance propre aux consultants avec des compétences très diverses et jouant sur le côté confidentiel d'activités de renseignement, tout en affirmant leur strict respect de la légalité. Enthousiasme envers des outils réputés rechercher les informations nécessaires et les faire parler. Difficulté des associations de professionnels à exister durablement et à remplir leur rôle organisationnel. Méconnaissance des travaux de recherche par les instances officielles et difficulté à publier et positionner ces travaux dans les disciplines. Et pourtant, l'intelligence économique est toujours là, vivante. Quelle est donc cette intelligence économique que n'a pas emporté le vent des nouvelles modes? Une pratique maîtrisée, assurément, pour les quelques centaines de professionnels qui en vivent, car l'intelligence économique n'est pas un vaste domaine, même si l'on peut considérer que son mode de pensée ne se résume pas à un secteur d'activité précis. Un sujet d'étude et de questionnement pour quelques centaines d'étudiants spécialisés chaque année, pour les auditeurs de sessions de l'IHEDN, pour les auditeurs de dizaines de conférences et de rencontres professionnelles. Un objet scientifique pour un petit nombre d'enseignants-chercheurs et de doctorants à la production abondante. En 2010, portant un regard rétrospectif d'ensemble sur la production scientifique en matière d'intelligence économique en France, nous avons eu le sentiment, confus d'abord, confirmé ensuite, que la recherche sur l'intelligence économique en SIC ne marche quasiment que sur un seul pied, celui de la science de l'information. Les travaux présentés, articles, ouvrages, communications, sont quasiment tous intéressés par des questions informationnelles. Quelle est l'information utile? Comment la trouver?
Comment utiliser de l'information pour mener une action d'influence? Comment organiser la collecte et la diffusion de l'information dans l'organisation? Quel rôle joue l'information dans la prise de décision? Que peuvent apporter les logiciels? Etc. Si l'on évoque la communication, c'est à titre accessoire pour dire qu'elle est nécessaire et doit être bien menée. C'est à peu près tout, et cela ne peut qu'interpeller un esprit curieux. Pourquoi les recherches en intelligence économique conduites, y compris par les chercheurs en SIC, sciences de l'information et la communication, se préoccupent-elles si peu des questions de communication? Cette interrogation nous a conduit à mener une étude approfondie des ouvrages, thèses, articles et communications produits sur l'intelligence économique depuis 1995 afin d'essayer de comprendre le sens de l'intelligence économique praxis et de la production scientifique qui la prend pour objet de recherche. Ce travail, présenté dans cet ouvrage, se situe, dirons-nous, à un niveau de méta-intelligence économique, celui du regard porté non pas sur les concepts et les pratiques, mais sur les praticiens et les productions des chercheurs. Dans un second temps, pour ne pas en rester au stade du bilan, nous avons choisi de formuler des propositions et un cadrage épistémologique qui nous paraissent pouvoir susciter de nouvelles recherches sur l'intelligence économique, notamment en SIC. Ce travail, que nous inscrivons dans une tradition épistémologique constructiviste, ne prétend pas être complet. Le paradigme de la complexité, dans lequel nous nous situons, reconnaît un principe d'incomplétude de la connaissance qui s'impose évidemment. Nous avons dû procéder à des choix à 3 niveaux. Primo, nous avons privilégié la cohérence du propos et la clarté de la progression par rapport à une tentation encyclopédique peu utile, voire vaine. Secondo, nous nous sommes tenus à distance des outils informatisés de l'intelligence économique. Ils constituent un aspect important pour les professionnels qui en font un large usage. Ils occupent une large place dans les magazines dédiés à l'intelligence économique. Mais trop souvent, nous semble-t-il, ils sont abordés sous un angle technique qui nous éloigne de questions d'information-communication pour nous plonger dans le champ de l'informatique. Tertio, dans nos recensements, nous n'avons pris en considération les productions qui réfèrent aux notions associées à l'intelligence économique qu'avec circonspection et pour autant qu'elles-mêmes se référaient à l'intelligence économique. Une communication peut être consacrée à la veille simplement, sans faire référence à l'intelligence économique ni explicitement, ni implicitement. Un article peut traiter de lobbying, sans non plus s'associer à la démarche d'intelligence économique. Il serait simple de voir large et d'embrasser toutes les notions et donc toutes les productions scientifiques associées, qui de près ou de loin peuvent être utiles en termes d'intelligence économique. Toute la veille, tout le lobbying, toute la gestion des connaissances, toute la stratégie, tout le management, toute la documentation, toute l'informatique serait alors inclus dans un magma indescriptible, qui ne prouverait rien, si ce n'est le manque de clarté et de conviction quant à la pertinence de l'intelligence économique et à la capacité des chercheurs à concevoir une pensée originale et construite à partir de ce concept. Le présent ouvrage est le résultat de la recherche conduite. Il s'organise en 6 chapitres. Nous ouvrons par un chapitre intitulé « Regard constructiviste sur 15 années d'intelligence économique française », qui propose une lecture de la période 1994 à 2011 à partir d'une analyse des actes et des discours. Quels actes forts ont scandé l'histoire de l'intelligence économique en France? Que s'est-il dit qui permettent de comprendre les actions menées? Ce chapitre permet d'appréhender le contexte général de l'intelligence économique, objet concret des professionnels. Le chapitre 2, l'intelligence économique, objet scientifique inconfortable pour le chercheur, rappelle les origines pluridisciplinaires de l'intelligence économique, origines qu'aucune recherche ne peut négliger car là se trouve un nœud du questionnement épistémologique. Considérant cet aspect remarquable de l'intelligence économique, ce chapitre propose également une réflexion ontologique. Si l'intelligence économique vient d'ailleurs et de partout, quelle est son essence même? Au stade de ces premières propositions, nous en sommes déjà à interroger l'intelligence économique, objet de recherche. Le chapitre 3, un regard rétrospectif sur la recherche en intelligence économique, est une étude quantitative et qualitative des productions scientifiques de la période, livres, thèses, articles, communications. Nous y comparons la place tenue par les disciplines. Nous y évoquons les conditions d'expression scientifique dans les revues,
les colloques. Ce chapitre, nourri de chiffres, montre ce qu'a été la difficulté des chercheurs pionniers de trouver des espaces d'expression et le dynamisme dont ils ont fait preuve malgré cela. Le chapitre 4, l'intelligence économique questionnée sous l'angle informationnel, s'intéresse au regard porté sur l'intelligence économique à partir de l'angle informationnel. En intelligence économique, rien ne peut s'enclencher sans information. La documentation, la veille, le knowledge management sont dans une relation parfois peu claire avec l'intelligence économique. Faut-il les inclure tous trois dans l'intelligence économique? Dans quelle mesure? La documentation est-elle la veille? Intelligence économique est-elle une appellation différente de la veille? Nous nous efforcerons d'éclaircir ces questions qui ne manquent pas de se poser pour positionner un travail de recherche. Le chapitre 5, l'intelligence économique oubliée des sciences de la communication, confirme par une analyse chiffrée la faible place accordée à la communication dans les recherches sur l'intelligence économique. Nous proposons alors de reconsidérer l'intelligence économique sous l'angle communicationnel. D'abord en présentant l'exemple détaillé du cycle du renseignement, cycle d'information s'il en est, qu'une approche communicationnelle conduit à remettre en perspective, ensuite en proposant des pistes pour l'approche de l'intelligence économique considérée comme un système communicationnel. Le chapitre 6, repères épistémologiques et propositions de corpus exploratoire, soumet enfin aux futurs chercheurs des propositions épistémologiques. Car il ne suffit pas de dire sa posture constructiviste ou son choix d'une approche systémique. Il faut les expliquer suffisamment pour que le chercheur n'oublie pas de réfléchir au-delà de ce qui peut lui sembler une évidence. Nous complétons cet exposé par une présentation qui regroupe les définitions, modèles et propositions de recherche qui émaillent ce mémoire, le tout constituant une forme de corpus exploratoire. Ce chapitre se clôt par une interrogation sur la pertinence d'aborder sous un angle disciplinaire l'intelligence économique. Première partie, l'intelligence économique, de l'objet concret à l'objet de recherche. Dans un article introductif à un numéro spécial de la revue Hermès consacré aux sciences de l'information et la communication en tant que discipline à l'université, Y. Jeanneret et B. Olivier se sont efforcés de définir les éléments caractéristiques d'une discipline, au sens universitaire du terme. En réponse à la question qu'ils se posent à eux-mêmes, que sait-on des disciplines? Ces auteurs écrivent d'abord ce qu'elles disent sur elles-mêmes. Qu'elles existent, comme l'aurait dit Alexandre Vialat, depuis la plus haute antiquité. Qu'hors d'elles il n'est point de savoir. Qu'elles fondent l'université, et qu'elles ont à voir avec l'universel qu'elles permettent d'atteindre même quand elles s'appuient sur des objets triviaux. Qu'elles tirent argument de leur existence sociale pour leur nécessité théorique. Qu'elles s'attribuent des pères fondateurs, Socrate, Durkheim, Freud ou de Saussure pour ne parler que d'eux, des actes de naissance, une décision ministérielle de 1974 pour les sciences de l'information et de la communication, la publication du cours de linguistique générale pour la linguistique. Qu'elles affichent un âge, qui sert à certaines à fonder leur légitimité, les plus anciennes comme la philosophie ou les mathématiques, prétendent être parfois les plus scientifiques, parfois les plus nobles, même si d'autres, rhétoriques ou sophistiques, peuvent leur disputer cette aînesse. Les plus jeunes attendent parfois de l'emprunt à leurs aînés leur rigueur ou leur dignité, et peuvent se heurter à la défense âpre de leur identité et de leurs frontières. Elles évoquent plus rarement leur parentèle, les conditions de leur engendrement, ce qui les distingue de leurs ancêtres, les conditions de leur développement, de leur progressive autonomisation et de leur maîtrise dans un champ qu'elles vont travailler à leur manière, ce qu'on nomme leur champ disciplinaire. Jeanneret et Olivier, 2004. Les repères que dessine Y. Jeanneret et B. Olivier dans la caractérisation d'une discipline sont, à bien y regarder, ceux auxquels recourent les tenants d'une science de l'intelligence économique à la française, qu'ils cherchent à l'ériger en discipline universitaire ou qu'ils voient dans l'objet intelligence économique un objet transdisciplinaire. Le projet de cette première partie est de donner une vue d'ensemble de l'intelligence économique, objet de recherche. Ce tout petit monde, pour reprendre l'expression de Deleuze, ne représente sans doute en réalité qu'1 ou 2 milliers de professionnels, si l'on met de côté les salariés qui, dans leurs entreprises respectives, ont mission de mener des activités d'intelligence économique.
Le foisonnement de création de cabinets qui a prévalu à la fin des années 1990 et au début des années 2000 a été suivi d'une phase de rationalisation du marché, assez classique, qui a vu nombre de petits acteurs disparaître ou se regrouper. Or, malgré sa petite taille économique, le secteur de l'intelligence économique a réussi à intéresser suffisamment l'État pour qu'il crée un jour un poste de haut responsable à l'intelligence économique au sein du Secrétariat général de la Défense nationale, les entreprises pour que le MEDEF crée des clubs d'intelligence économique, les régions pour qu'elles mettent en œuvre des politiques d'intelligence économique territoriale, les universités et les grandes écoles pour qu'elles créent plus une quarantaine de troisième cycle, la recherche pour qu'apparaissent des équipes, des revues, des colloques, des ouvrages. C'est dire l'effet d'écho assez remarquable que les messages émis par ce secteur ont obtenu. Pour engager une réflexion sur les voies d'un développement de la recherche en intelligence économique, il nous paraît nécessaire de dresser un état des lieux de l'existant. Ce tableau sera une construction dès lors qu'il est le regard porté par un chercheur s'inscrivant dans une discipline. Inévitablement, des professionnels auraient une autre vision des choses. Un autre chercheur, une équipe de recherche dans les mêmes sciences ou dans d'autres disciplines, apporterait un éclairage différent, selon l'angle choisi pour le traitement du sujet, selon leur choix épistémologique. Pour notre part, nous avons choisi deux angles d'approche qui constitueront les deux chapitres de cette première partie. D'abord ce qu'elles disent d'elles-mêmes, explique Y. Jeanneret et B. Olivier. Le premier chapitre, intitulé Regard constructiviste sur 15 années d'intelligence économique française, narre une histoire de l'intelligence économique telle que les signes émis par ses acteurs permettent de la saisir. Nous nous attacherons à l'étude de deux aspects, les significations des actes accomplis, 1.1, et les discours tenus par des professionnels énonciateurs engagés dans l'activité de leurs organisations respectives, 1.2. L'ensemble montre un corps de professionnels cherchant activement à gagner en légitimité, en reconnaissance, en influence. La parentèle, l'emprunt à leurs aînés. Le deuxième chapitre, l'intelligence économique, objet scientifique inconfortable pour le chercheur, retourne d'abord aux sources disciplinaires de l'intelligence économique afin de montrer que l'intelligence économique est initialement un domaine qui s'est construit par emprunt aux disciplines de la gestion, de l'économie et des sciences de l'information principalement, picorant ça et là quelques autres ressources. Cette origine interdisciplinaire fait de l'intelligence économique, pour reprendre l'expression employée par Y. Jeanneret et B. Olivier à propos de la radio en tant que champ de recherche pour les SIC, un objet scientifique inconfortable pour le chercheur. Jeanneret et Olivier 2004. Nous montrerons qu'il n'est pas simple en effet, de définir l'intelligence économique en tant qu'objet scientifique. Chapitre 1. Regard constructiviste sur 15 années d'intelligence économique française. Ce chapitre donne un récit de l'intelligence économique depuis la parution du rapport du Commissariat général du plan intitulé « Intelligence économique et stratégie des entreprises en 1994 », parution qui a marqué l'apparition officielle de l'intelligence économique dans le paysage économique et stratégique en France. Non pas qu'il n'exista pas d'intelligence économique avant cet acte officiel fondateur. L'intelligence économique se pratiquait en France et à l'étranger, sous d'autres noms, à quelques variantes près. Mais il faut bien fixer à tout récit d'histoire un début et une fin. Le rapport paru en 1994 a fait grand bruit, et continue à servir de référence à tout le secteur. Il marque, autorisons-nous cette liberté métaphorique, le Big Bang de l'intelligence économique. La fin est celle de la date de rédaction du présent travail, car nous ne proposerons pas d'anticipation sur le devenir de l'intelligence économique en France. Notre récit de l'histoire de l'intelligence économique ne prendra pas la forme stricte d'une énonciation historique classique au sens que lui donne E. Benveniste. Il faut et il suffit que l'auteur reste fidèle à son propos d'historien et qu'il proscrive ce qui est étranger au récit des événements, discours, réflexions, comparaisons. À vrai dire, il n'y a même plus de narrateur. Benveniste, 1966. L'histoire présentée est telle que nous la construisons à partir des signaux émis par le secteur, 1.1, et des discours tenus par ses acteurs, 1.2. Cette construction ne s'interdit pas, bien au contraire,
le commentaire et l'analyse puisqu'à la différence de l'historien qui prétendrait proposer une lecture factuelle, objective, distanciée, nous assumons le caractère constructiviste de notre approche, une forme d'invention de la réalité, Václavík, 1988, de l'intelligence économique. Les dates, les actes, les identités des acteurs sont historiquement avérées, mais le choix de les citer et l'interprétation des actes et discours sont nôtres. Le foisonnement qui a marqué 15 années d'intelligence économique à la française, pour reprendre l'expression de N. Moinet, n'autorise pas autre chose, sauf à formuler un projet rédactionnel historique autrement ambitieux, qui n'aurait pas de sens ici. Les actes et discours de l'intelligence économique sont ici considérés à la fois dans leur aspect indice et dans leur aspect ordre. Leur contenu informatif, l'indice, le message, sont naturellement déterminants, lorsqu'il s'agit de textes officiels produits par l'État par exemple, lesquels s'imposent ou orientent l'action, indépendamment des circonstances communicationnelles dans lesquelles ils ont été énoncés. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de citer, de manière parfois assez étendue, plusieurs textes de référence. Pour autant, il n'est pas envisageable de négliger l'aspect ordre, qui désigne la manière dont on doit entendre le message, et donc en fin de compte la relation entre les partenaires. Václavík, Bivin Jackson 1967. Les discours des professionnels valent autant par les messages émis que par les modes d'énonciation choisis, et ce qu'ils signifient quant à la relation entre les professionnels entre eux ou avec d'autres acteurs que sont l'État, les formateurs, les chercheurs, les médias. La constitution d'associations professionnelles, l'édition de chartes de déontologie, la participation à des journées thématiques sont autant d'actes signifiants par eux-mêmes, sans même prendre connaissance du contenu informatif généré par ces actes. Le premier point de ce chapitre ouvre l'étude de l'histoire de l'intelligence économique française par la parution du rapport Martre. Cette histoire est abordée jusqu'au milieu de l'année 2010 par le truchement de l'étude des signaux émis par les acteurs. Le second point s'attache à identifier les lieux de formation des différents discours structurants de l'intelligence économique, et à les caractériser dans le sillage de P. Delcambre pour qui les discours professionnels sont des énoncés construits dans des situations de communication elles-mêmes significatives. Delcambre 2000. 1.1. L'intelligence économique en actes et paroles. 1.1.1. L'émergence de l'intelligence économique en France. L'usage veut que, dans la perspective d'aborder un objet de recherche, le chercheur remonte aux premiers faits, aux premiers textes, aux premiers travaux de chercheurs, aux premières définitions qui ont donné naissance à un objet concret puis à sa création en tant qu'objet de recherche. Cet exercice historique n'est pas un simple acte de virtuosité encyclopédique, qui met à l'épreuve une forme de sérendipité. Il permet de mettre en perspective, de ne pas perdre la mémoire du cheminement intellectuel qui a conduit à un état de connaissance, à un construit scientifique. L'intelligence économique n'échappe pas à cette tradition scientifique. Chaque auteur fixe son propre point d'origine. Le rapport Carayon extrait de la Bible, un passage supposé marquer une pratique assimilable à de l'intelligence économique. Pour Alain Juillet, Venise à la fin du Moyen Âge est un exemple d'intelligence économique. Pour d'autres, le Japon a véritablement institué une logique d'intelligence économique nationale. Pour beaucoup, les États-Unis sont le véritable pays d'émergence des concepts et des pratiques afférentes qui fondèrent l'intelligence économique. Business Intelligence, Lune HP 1958. Competitive Intelligence, Alden BH et al. Environmental Scanning, Album 1962. Marketing Intelligence, Guiton 1962. Organizational Intelligence, Wilensky, 1967. Scanning of the Business Environment, Aguilar 1967, Keegan 1974. En France, il est habituel de dater l'acte de naissance officiel de l'intelligence économique de la parution du rapport Intelligence économique et stratégie des entreprises, dit rapport Martre du nom de celui qui a présidé les travaux du groupe de rédacteurs qui en 1994 posa les bases de l'intelligence économique. Définition complète la distinguant de l'espionnage, étude des systèmes d'intelligence économique des pays concurrents. Cependant, il nous semble discutable de créditer l'institution Commissariat général du plan, qui porta la naissance de ce rapport, de la paternité de l'intelligence économique française.
Dans sa thèse de doctorat en sciences politiques, Hélène Masson consacre de nombreuses pages à reconstituer les étapes qui ont conduit C.R. Bulot, tenant de la guerre économique, et P. Baumard, alors doctorant en sciences de gestion, à se rencontrer, à faire évoluer leurs approches, passant de la veille-surveillance au renseignement, puis du renseignement à l'intelligence, introduisant ensuite, grâce à L', apport fondamental du concept de social intelligence de Stefan Dedirer que Baumard rencontra à plusieurs reprises, les notions de communauté d'intelligence, de communauté nationale d'intelligence, pour finalement formuler la notion d'intelligence économique. En 1992, C.R. Bulot employa pour la première fois cette expression dans un article publié dans le bulletin de veille du Centre de prospective et d'évaluation. Au même moment, R. Guillemot et quelques professionnels créaient dans l'urgence une association de professionnels de l'intelligence compétitive, SCIP France, Society of Competitive Intelligence Professionals, pour éviter la création d'un chapitre français de SCIP Europe, émanation de SCIP US. L'intervention conjointe de C.R. Bulot et P. Baumard auprès de J.L. Levet, alors chef du service de développement industriel au Commissariat général du plan, avec le soutien d'Édith Cresson, Premier ministre, conduisit celui-ci proposer au commissaire au plan la création d'un groupe de travail qui aboutit finalement au rapport que l'on connaît. Ce récit des origines de l'intelligence économique à la française suggère, dans le sillage du sociologue allemand G. Simmel qui introduisit l'idée au début du XXe siècle, que les faits sociaux résultent des interactions entre les individus, et que c'est à ce niveau d'interaction, davantage qu'au traditionnel niveau micro- et macro-analytique, qu'il convient de porter l'étude, qu'il n'est guère pertinent de chercher à comprendre la dynamique professionnelle de l'intelligence économique indépendamment des apostrophes. Une connaissance fine du tissu constitué par le réseau d'acteurs dominant le discours, comme il serait discutable de chercher à identifier une pensée scientifique de l'intelligence économique sur la base des travaux d'un seul chercheur. Le niveau le plus juste du questionnement se situe, selon nous, au niveau méso-analytique. Dans cette perspective, l'histoire et les orientations de l'intelligence économique française se comprennent mieux à la lueur de recherches sur les liens de réseau entre les acteurs professionnels, politiques et académiques du domaine, et les espaces de communication, réels et virtuels, qui favorisent la création et l'entretien de ces liens. C'est à ce niveau et dans l'échange que s'est construite à l'origine et se construit encore la représentation de ce qu'est ce que devrait être l'intelligence économique. L'analyse de parcours individuels, considérée isolément, ne manque pas d'intérêt mais reste fragmentaire. L'analyse du discours global ne peut éviter de s'interroger à ce niveau de construction du sens. Si notre propos n'est pas de relier systématiquement dans les pages qui suivent les actes et les discours aux relations de réseau existantes, celles-ci ne seront jamais absentes, explicitement ou entre les lignes. 1.1.2 Histoire de l'intelligence économique française, une approche par les signaux émis. L'intelligence économique est encore très jeune en France. Ces jeunes années ont été riches en événements, engouements, illusions et désillusions. Le secteur professionnel, l'État central et ses grands services, les acteurs territoriaux, les médias, les organisations dédiées à l'appui aux entreprises, les formateurs, les chercheurs se sont mêlés d'intelligence économique, au sens d'une interaction foisonnante, peu ordonnée mais souvent pleine de volontarisme. Très peu de travaux se hasardent à retracer cette histoire. L'exercice paraît-il inutile dans le contexte de doctorat ou d'habilitation à diriger des recherches, l'essentiel étant de se concentrer sur les concepts et les définitions? L'histoire est-elle trop brève? L'écriture est-elle trop risquée? L'exercice semble-t-il une aporie? Est-il tout juste bon pour des ouvrages de vulgarisation? Comment éviter pourtant de donner une perspective historique disciplinaire au questionnement de recherche? Nous esquissons ici une brève histoire de l'intelligence économique en France. Pour ce faire, comme indiqué dès l'introduction de ce chapitre, nous adoptons une posture constructiviste, autrement dit nous acceptons le fait, et donc la limite, d'écrire une représentation de cette histoire dans le sens que lui donnent les sciences cognitives. Pour J.F. Richard, professeur de psychologie cognitive, les représentations sont des constructions circonstancielles faites dans un contexte particulier et à des fins spécifiques, dans une situation donnée et pour faire face aux exigences de la tâche en cours. La construction de la représentation est finalisée par la tâche
et par la nature des décisions à prendre. Les représentations sont précaires par nature. Une fois la tâche terminée, elles sont remplacées par d'autres représentations. Richard, 1990. La représentation de l'intelligence économique qui suit est donc une construction circonstancielle en vue de positionner l'intelligence économique en tant qu'objet de recherche dans le champ de l'information et de la communication. Cette construction repose sur un ensemble de signaux dans le sens que C long et X mignot donnent au signal. Toute marque porteuse d'information, mais à la condition qu'elle ait été délibérément produite par quelqu'un en escomptant qu'elle sera comprise comme telle. Disons que c'est un indice intentionnel. Il n'y a pas de communication pleine et entière sans signal. Bellon et Mignot, 1994, s'agissant de signaux, de signifiants dans le langage saussurien, les acteurs s'attendent à ce que le signifié soit relativement explicite. C'est généralement le cas. Quelquefois, néanmoins, l'absence de signaux impose une lecture en creux de ce qui demeure une communication par essence si l'on se réfère à l'approche de l'école de Palo Alto qui exclut l'hypothèse de la non-communication. Il faut alors aller à la recherche d'indices et s'efforcer d'en comprendre le sens. Il faut encore chercher à comprendre les ordres donnés. Avec cette exploration, nous chercherons à déchiffrer le sens caché dans le sens apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification littérale. Ricoeur, 1969. 1.1.2.1 Les signaux de l'implication de l'État. Depuis la parution du rapport Martre, l'État a régulièrement émis des signaux signifiant son attention à l'émergence de l'intelligence économique en France et son implication dans cette émergence. Dès 1995, dans le prolongement du rapport Martre, fut institué par décret numéro 95/350 du 1er avril un comité pour la compétitivité et la sécurité économique dont la mission était d'éclairer, de ses avis le Premier ministre sur les questions de compétitivité et de sécurité économique, de le conseiller sur la conception et la mise en œuvre de la politique à suivre en cette matière par les pouvoirs publics. Le CCSE se composait de B. Zambert Institut Pasteur et Argile, J. Gandois, CNPF, P. Jaffré Elf, Alevi Lang Paribas, JL. Lagardère Matra Hachette, H. Martraf Nord, L. Montagnier Institut Pasteur. Ses membres furent nommés pour 3 ans. La nomination du CCSE fut la première marque ostensible de l'importance accordée par l'État, au niveau central, à l'intelligence économique, notamment de la conscience qu'avait l'État, ou tout du moins certains membres de l'État, du rôle que pouvait jouer l'intelligence économique dans la lutte concurrentielle. Selon un schéma de comportement classique en France, l'affichage de cette conscience se manifesta par la nomination de hauts personnages dans un comité rattaché directement au Premier ministre. C'est donc avant tout par le prestige des acteurs et la proximité du sommet du pouvoir que s'acta l'entrée de l'intelligence économique dans le paysage politique français. Le signal émis resta sans suite ou presque. En 1996 et 1997, il n'y a guère que l'action de terrain du préfet R. Potra en Normandie pour mettre en place un schéma régional d'intelligence économique et initier une politique de pôle stratégique, préfiguration des pôles de compétitivité qui méritent d'être signalés. Le CCSE ne rendit sans doute pas les services attendus, car il ne fut pas renouvelé en 1998, l'État ne procédant à ce moment-là à aucune nomination de substitution. La fin des années 1990 se signale par l'absence de message fort de l'État en matière d'intelligence économique. 2002 fut l'année du retour de l'État dans le dispositif. Le 14 février, une circulaire relative à la défense économique fut publiée. Le 12 janvier 2002, J.P. Raffarin, Premier ministre, avait confié au député Beccaraillon le soin de réaliser un état des lieux et des préconisations pour relancer l'intelligence économique française. Le rapport Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, paru en 2003, souligna le rôle que l'État devrait jouer dans l'appui aux entreprises impliquées dans une concurrence mondiale âpre. Ainsi, il appartient aujourd'hui aux agents de l'État comme à ceux des collectivités territoriales de promouvoir les intérêts politiques, économiques, sociaux, scientifiques et culturels des communautés nationales dans ces nouveaux espaces où les luttes d'influence sont permanentes entre partenaires compétiteurs. Localement, par la mise en place de stratégies concertées,
par la sensibilisation des acteurs économiques et notamment des petites et moyennes entreprises, par le partage et la garantie de l'accès à tous de l'information et du soutien. Voilà une mission de service public de proximité à laquelle sont appelés les représentants des pouvoirs publics. Par le partage de l'information dont les administrations disposent, par la définition de stratégies et par les actions qu'elle permet d'organiser et de mettre en œuvre, l'intelligence économique peut aider les agents de l'État et des collectivités territoriales à mieux promouvoir et défendre les intérêts collectifs, et finalement la cohésion sociale. Carayon recommandait, proposition numéro 2, de créer un Conseil national pour la compétitivité et la sécurité économique, CNCSE, conseil consultatif composé de personnalités du monde économique et scientifique dont le rôle serait d'alerter le gouvernement sur les thèmes critiques, rupture technologique, thèmes de recherche, nouvelles pratiques économiques, problèmes de sécurité. Carayon 2003. Selon nos informations, cette recommandation est restée lettre morte à ce jour. La recommandation numéro 3, en revanche, a été mise en place. Il s'agissait de nommer un délégué interministériel à la compétitivité et à la sécurité économique. Le 22 décembre 2003, Alain Juillet fut nommé haut responsable pour l'intelligence économique, HRIE. À nouveau, l'État signifiait son implication. Mais il le faisait d'une manière qui rassure les acteurs de terrain en nommant à ce poste le directeur du renseignement de la DGSE, ancien homme d'entreprise. Le message était clair. L'intelligence économique est bien une préoccupation majeure de l'État qui mettra en place un dispositif opérationnel pour appuyer ce qui devient une politique nationale. La nomination d'Juillet et son rattachement au SGDN se voulaient le symbole de ce passage à l'action, quand bien même ses ressources humaines étaient limitées. Le HRIE a été placé auprès du secrétaire général de la Défense nationale, en raison du caractère interministériel de cette politique. Il lui revient d'assurer la synthèse et d'organiser la diffusion de l'information disponible en la matière, et de veiller à l'élaboration et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures à prendre. Pour assurer sa mission, il dispose d'un effectif resserré composé de 3 hauts fonctionnaires et de 2 secrétaires. Le succès de l'action engagée repose sur une forte coordination interministérielle, conduite en étroite concertation entre les acteurs économiques et l'administration. Le haut responsable s'appuie, pour coordonner les ressources de l'administration, sur un groupe permanent pour l'intelligence économique qui compte des représentants des principaux ministères concernés. Il rend compte de son action au cours de réunions régulières du comité directeur de l'intelligence économique. Moraigne 2004. 2003 fut donc l'année du retour au premier plan de l'État. Dans la foulée du rapport Carayon, le Premier ministre confia au député des Yvelines Christian Blanc une réflexion sur les mesures concrètes pouvant favoriser l'émergence de pôles de compétitivité. 6 mois plus tard, en mai 2004, le rapport intitulé Pour un écosystème de la croissance dressait un tableau global de la situation française assorti de grandes préconisations. Premièrement, la dévolution aux conseils régionaux d'un champ de compétences cohérent et clairement identifiable. Gestion de la totalité des aides aux PME, financement du premier cycle de l'enseignement supérieur, soutien à l'innovation et à la recherche, définition des ressources des CCI. L'ensemble de ces compétences situe clairement cette collectivité comme responsable de la création d'une dynamique de pôle de compétitivité. En regard de ces compétences, l'État doit rassembler les siennes, regroupant enseignement supérieur, recherche et industrie en un grand ministère de l'innovation. Deuxièmement, la refondation d'universités puissantes, visibles, pluridisciplinaires et autour d'elles de campus performants. Cela passe par un changement du mode de désignation de leurs présidents et de leurs conseils d'administration, et par une liberté budgétaire très élargie, et la possibilité de se regrouper pour créer des marques fortes et des campus communs. Cela passe aussi par des hommes et femmes de la recherche mieux payés, mieux évalués et gérés par leur université, sans pour autant abandonner la qualification nationale qui garantit la qualité des recrutements. La fusion en un statut unique des enseignants-chercheurs et des chercheurs ouvre des espaces de liberté tant pour l'investissement dans la recherche que pour le redéploiement des équipes. Enfin, un label doit placer la valorisation des travaux des chercheurs dans un cadre solide et clair vis-à-vis des règles de la concurrence et de la fiscalité.
C. Blanc, pour un écosystème de la croissance, rapport au Premier ministre, 2004, page 80-81. D'une certaine manière, dans les années 2003 à 2005, l'intelligence économique cesse d'être considérée comme un accessoire du dispositif économique et politique français pour devenir un facteur de transformation organisationnelle. Le rapport Blanc conduit d'ailleurs l'État, via le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, CIADT, a lancé en septembre 2004 une procédure en vue de l'institution de pôles de compétitivité. Quelques mois plus tard, le 12 juillet 2005, 66 pôles de compétitivité étaient labellisés, bénéficiant du soutien financier de l'État. 5 autres devaient les rejoindre en 2007. Les pôles de compétitivité labellisés ont vocation à promouvoir les relations entre établissements d'enseignement supérieur, laboratoires de recherche et entreprises pour favoriser l'innovation technologique. Ils sont répartis en 3 catégories. Les pôles de compétitivité mondiaux, les pôles de compétitivité à vocation mondiale et les pôles de compétitivité nationaux. Au-delà des actions entreprises par A-Juillet qui s'efforçait, par son activisme, de témoigner de l'engagement de l'État, d'autres signaux furent envoyés aux professionnels, notamment par la voie traditionnelle de la création de structures et de nomination à de nouveaux postes. Ainsi, C. Bouilleur fut nommé coordinateur ministériel à l'intelligence économique au sein du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie d'août 2006. Un service de coordination à l'intelligence économique, SI, fut créé, devant rassembler 23 coordinateurs régionaux à l'intelligence économique, CRI, basés dans chacune des trésoreries générales des régions. Le dispositif établi était-il pertinent ? Le 3 octobre 2005, alors même que l'État semblait s'être fortement engagé, le Premier ministre des De Villepin donna à nouveau mission à Beccaraillon d'établir un rapport sur l'information dont disposent les entreprises et la façon de peser sur l'élaboration des normes, notamment techniques, au sein des instances internationales. Ce rapport fut remis au Premier ministre le 4 juin 2007. Beccaraillon y revenait, alors même que la mission ne semblait pas le porter spécialement à cette réflexion, sur l'organisation de l'intelligence économique mise en œuvre par l'État. Louangeur sur l'action d'A-Juillet et de son équipe dont il soulignait la communication intelligente, il critiquait la pertinence du rattachement du HRIE au SGDN qui, selon lui, avait accrédité l'idée dans l'esprit des autres administrations, que les questions liées à l'intelligence économique ressortissaient aux activités de défense. Beccaraillon, 2007. Autre erreur de message, selon Beccaraillon, le rattachement au SGDN donnait l'impression aux entreprises que seules celles rattachées aux questions de défense nationale avaient vocation à solliciter le HRIE. Derrière ces signaux négatifs, Beccaraillon pointait du doigt des problèmes organisationnels et, finalement, un manque d'engagement réel de moyens par les ministères de l'économie, des finances et de l'industrie dont le délégué général à l'intelligence économique n'avait pas obtenu les moyens humains nécessaires à son action, et le ministère des Affaires étrangères, qui a nommé un responsable, mais la mise en place opérationnelle de cette action dans le réseau des postes diplomatiques reste très inégale. Carayon, 2007. Effet du rapport Carayon. Conclusion logique d'un positionnement de la fonction qui trouvait ses limites. A-Juillet a quitté ses fonctions en mai 2009. Le poste de délégué interministériel à l'intelligence économique, rattaché hiérarchiquement à la présidence de la République et placé auprès du ministre de l'Économie, a été créé en septembre 2009 et Aubuquin a été nommé à ce poste qu'il a occupé jusqu'en février 2012. Un proche du ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux succédait à un proche de Jacques Chirac, signalant ainsi le caractère hautement stratégique du poste. En mai 2013, Claude Revel a été nommé à cette fonction. Quelle lecture pouvons-nous faire des signaux multiples mis par l'État, en 15 années d'intelligence économique à la française 43? La première est que ces signaux respectent habituellement les normes administratives et politiques nationales. L'État communique en nommant des comités, en commandant des rapports, en nommant des personnalités prestigieuses à des postes dont l'intitulé et le positionnement hiérarchique sont des marqueurs de l'attention portée au problème. D'évidence, l'État met en œuvre par ce type de procédé et sans doute consciemment une démarche de communication persuasive. Titre : Positionnement hiérarchique,
commande passées par les plus hautes autorités de l'État renvoient à ce que Desbenoît nomme des structures persuasives, c'est-à-dire les ingrédients qui, qu'il s'agisse de communication sociale ou de communication interpersonnelle, permettent d'emporter la conviction, le consentement, l'adhésion. De faire penser, croire ou agir. Benoît, 1998. La deuxième est que l'État n'a pas manqué d'hésiter sur son mode d'intervention. Réactif à certains moments, son silence est inquiétant à d'autres moments. Bécaraillon lui-même a souligné les conséquences négatives en termes d'image de la décision de positionner le HRIE au sein du SGDN. En somme, le message était clair, mais contre-productif, témoignant de la difficulté de l'État à définir une véritable pensée de l'intelligence économique qui sorte du schéma guerrier. Troisièmement, les acteurs directs, à Juillet principalement mais aussi Bécaraillon, Sébouilleur, se sont révélés de bons ambassadeurs de leur mission, allant souvent et volontiers à la rencontre des acteurs professionnels. À Juillet était qualité, un bon communicant, dans le sens d'une posture rassurante, volontaire, d'une expression orale ardente et d'une capacité à générer de la collaboration autour de lui. L'une des photographies d'Ajuillet disponibles sur Internet lors de sa nomination constitue, dans le registre des ordres donnés, un cas remarquable pour une étude sémiotique. Elle portait le message national, présence des 3 couleurs du drapeau français, et montrait un homme fixant l'avenir avec un visage ferme et un regard témoignant de cette hauteur de réflexion que l'on s'attend à trouver chez les grands dirigeants. 1.1.2.2 Les signes de l'organisation de la profession. De manière habituelle en France, une profession commence à exister lorsqu'elle s'organise et communique à ce niveau. L'organisation d'une profession lui donne en effet une forme de légitimité face à ses interlocuteurs que sont les services de l'État et les collectivités locales, les acteurs de la vie économique et sociale, syndicats, médias, acteurs en amont et en aval de la filière de production. Rien de surprenant donc à ce que les acteurs de l'intelligence économique, au fait des questions d'influence par leur métier, aient cherché à s'organiser et à le faire savoir. L'organisation des acteurs de l'intelligence économique est le fruit de stratégies réseaux engagées très tôt. Ces stratégies consistent à créer ou le plus souvent à activer et orienter les liens tissés entre des acteurs dans le cadre d'un projet. Marcon et Moinet 2000. Un exemple en a été donné plus haut par la manière dont la notion d'intelligence économique est issue de la réflexion et de l'action conjointe de C.R. Bulot et P. Baumard dans un premier temps, en relation avec J.L. Levet et P. Clair dans un second temps. Au fil des années, les organisations professionnelles se sont multipliées à la recherche d'une masse critique leur donnant une représentativité professionnelle, donc une capacité d'influence. Une présentation des principales associations et de leurs discours est proposée dans le point 1.2. À l'origine de ces multiples créations, se trouvent généralement un ou quelques acteurs qui établissent une relation suffisamment forte entre eux pour les convaincre de s'engager dans la construction d'un maillage institutionnalisé. Ce type de maillage ne fonctionne que si les individus sont compatibles en termes de personnalité, d'ambition, de projet collectif, de mode de communication. Nos analyses font ressortir 5 conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour qu'une organisation en réseau puisse réussir dans son projet. Figure 1. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.